Bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, vous le voyez, on a un invité, Samuel Fitoussi. On a parlé avec lui dans le contexte de COVID-19. Il avait fait un papier avec l'Institut Sapiens qui était tout simplement écœurant sur les biais cognitifs. Aujourd'hui, pourquoi on l'a avec nous? Il sort un livre récemment, Woke Fiction. Frank l'a dans ses mains. Frank l'a lu. On ne parle jamais d'invités pour parler de leur livre si on ne lit pas le livre. Ah, On l'a c'est déjà ça. dit. Frank a vraiment fait le tour. Puis honnêtement, de ce que j'en comprends, parce que moi, je ne l'ai pas lu, c'est Frank qui a lu le livre, soyons honnêtes. Ça a l'air d'un petit bijou. Il va falloir que je le lise. Je pense que mon temps des fêtes vient de se meubler tranquillement avec une lecture obligatoire. Donc, Samuel, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation avec le décalage horaire en plus de la France. C'est très, très, très apprécié. Merci à vous de m'inviter. Yes. Je vais te laisser Ben au oui, bonsoir de Frank, évidemment. pour le bénéfice des auditeurs, Samuel nous avait fait parvenir par la poste son bouquin, même avec une dédicace, donc c'était très apprécié de l'avoir fait. Honnêtement, je l'ai dévoré, mais je voulais prendre le temps de le lire et d'y réfléchir un peu. J'ai préparé des notes aussi pour Yann sur des choses que je trouvais importantes qui revenaient dans ton bouquin. Donc, avant de faire l'entrevue, en ayant lu le livre à moitié, tout ça. C'est pour ça qu'on a attendu un peu. Donc, les gens qui te connaissent t'ont peut-être vu. Tiens, on peut commencer par ça, là, peut-être la réception du livre avant de rentrer dans le contenu. Je sais que tu es passé, je crois, à Sud Radio. Après ça, j'ai vu qu'il y avait eu un certain écho en France. J'ai vu d'ailleurs qu'il y avait eu des critiques quand même qui t'étaient faites. Peut-être qu'on y reviendra. Moi, je trouvais ça assez intéressant parce que je trouvais que les critiques, en fait, te donnaient un petit peu raison parce que tout le long du bouquin, en fait, puis c'est même des trucs que tu as écrits sur Twitter, tout le long du bouquin, t'explique qu'une des stratégies du mouvement woke, c'est de faire croire qu'il n'existe pas, en fait. Donc, le wokisme n'existe pas. De quoi parlez-vous, méchants, conservateurs, réactionnaires? Et c'est exactement la critique qui t'a été adressée, du genre, mais de quoi il parle, Fitoussi? La réalité, le Exactement. wokisme n'existe pas. Et j'ai vu un de tes tweets que j'ai trouvé savoureux où tu disais euh, c'est drôle, pareil, que des gens soient autant insultés qu'on critique quelque chose qui n'existe pas. Exactement. Donc, je ne sais pas un peu comment tu as trouvé la réception de ton bouquin dans le milieu français. Là, je ne sais pas, c'est peut-être ta première entrevue pour un média québécois, peut-être. Ouais, c'est ma première entrevue pour un média québécois, mais j'ai eu, je m'y attendais pas, une recension dans la presse québécoise. Je sais pas si vous avez vu ça dans Le Devoir. Non? On m'a Ah, dit que c'était plutôt de gauche, Le Mhm. Devoir. Oui, Donc tout à fait. la critique est plutôt négative. Je pense que c'était un journaliste plutôt à gauche, mais ce qui est amusant, c'est justement, il dit euh, la théorie de Fitoussi selon laquelle on ne pourrait plus refaire Game of Thrones aujourd'hui ne se tient pas. Et littéralement 2 phrases plus tard, il dit oui, cela dit, c'est vrai qu'on ne pourrait pas refaire Game of Thrones pareil, mais c'est une bonne chose. Et donc ça, c'est une chose classique chez les woke, c'est de dire le wokisme n'existe pas, mais les manifestations du wokisme sont très positives, il faut les accueillir et il ne faut pas les critiquer. Donc oui, c'est cet article-là, hmm. l'article que vous projetez. Et bon, mais ça, c'était... bon, après, il dit quand même quelques petites choses positives sur le livre. Mais en France, non, la réception, comme je pouvais m'y attendre, aucun écho de la presse de gauche Mhm. euh, et bien accueilli dans la presse conservatrice. C'est vraiment assez triste d'ailleurs cette polarisation du débat où même les sujets qu'on traite ne sont pas les mêmes à droite et à gauche. J'ai eu, ce qui m'a beaucoup étonné, une invitation de France Inter. Donc France Inter, je ne sais pas si vous savez, c'est la Hmm. première radio publique en France. C'est la radio la plus écoutée en France. Et, bon, évidemment, c'est un scandale démocratique, mais tout le monde sait que France Inter penche extrêmement fort à gauche. Et ils m'ont invité un jour, c'était déjà surprenant. Et en fait, cette émission a plus ou moins lancé la promo de mon livre, mais pas à cause de mes réponses, mais à cause de l'attitude des 3 journalistes. J'étais pendant 8 minutes seul face à 3 journalistes qui ont complètement caricaturé mes propos,
qui ont expliqué que ce qui me gênait, en fait, c'est qu'on représentait des Noirs à l'écran et qui sous-entendaient que j'étais raciste, Oh qui mon n'avaient Dieu. clairement pas lu le livre, mais extrayé des mots et qui disaient que je considérais que le wokisme était en train de détruire notre civilisation. Bon, et l'accueil. Et en fait, bon, moi, ça a duré 8 minutes. Je suis resté calme, je répondais à leurs accusations. Mais c'était tellement caricatural, venant en plus d'une radio publique qui a un devoir de neutralité, ou en tout cas de pluralisme. C'était tellement caricatural que ça a permis le lancement du livre parce que certains politiques ont repartagé l'extrait. Voilà, ça a fait parler. Si jamais je peux te faire une suggestion, si on te réinvite à cette entrevue-là à l'Inter, amène une pomme. Il paraît que ça fonctionne bien avec ce type de journalisme-là. Ouais, c'est ça. C'est une petite anecdote de politique canadienne. Mais effectivement, c'est drôle parce que ce que tu racontes là, avec la radio publique française, c'est l'impression que j'ai eue en lisant ton livre aussi, c'est que tu parles beaucoup d'exemples français, donc il y a plusieurs quand même séries il y a plusieurs séries dont tu parles que tout le monde connaît, là, évidemment, les Game of Thrones, plusieurs House of Cards, etc. Des séries qui sont internationales, mais tu parles aussi de choses spécifiquement françaises. Et c'est drôle parce que, je le dis aux auditeurs, vous allez lire ça et vous allez retrouver exactement la situation québécoise. C'est-à-dire qu'il y a plein d'anecdotes que tu racontes, et entre autres celle que tu viens de raconter. Chez nous, il se serait passé exactement la même chose, mais au lieu d'être France Inter, ce serait Radio-Canada. Donc, Radio-Canada est une société d'État qui a une télé, une radio, tout ça. Dans son mandat, elle est supposée d'être neutre, de représenter tous les points de vue, mais tout le monde sait qu'elle est à gauche, voire très à gauche. Et lorsqu'on invite des gens de ton genre, c'est en général pour leur faire un dîner de con, là. Voilà, exactement. Mais c'est particulier de savoir qu'à 6 heures de décalage horaire, à des milliers de kilomètres, il se passe la même chose, en fait, là. Et tout ce que tu décris dans ton livre, en fait, peut se ramener à des exemples américains, québécois, et très spécifiques au lieu où les gens vivent. Donc, c'est ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est que c'est un mouvement un peu sans frontières, le wokisme, qui prend des thèmes qui se retrouvent qui partent des États-Unis, par exemple, mais qui sont implantés en France, où on essaie d'universaliser, si on veut, la condition d'un peu tout le monde. Donc, les présupposés par rapport, je ne sais pas, aux Noirs américains sont projetés dans la société française. Donc, c'est un peu une mouvance qui est une négation des cultures, en fait, et des spécificités culturelles, là. C'est ce qui est... Mais c'est ça, mais c'est intéressant, cette constante de pourquoi dans les sociétés occidentales, les services publics, la radio publique penchent à gauche. Et je pense qu'il y a évidemment un biais de sélection sociologique. Je ne sais pas pourquoi, mais le journalisme attire plus les gens de gauche. Mais il y a aussi le fait que les gens de gauche se sentent légitimes à gauchiser le service public parce qu'eux-mêmes ne se considèrent pas en fait de gauche. C'est ça le problème. Pas toujours en tout cas. Les woke, c'est ce que j'explique dans mon livre, ne se considèrent pas engagés sur le spectre politique et considèrent pas que leur position devrait être sujette à des débats légitimes. Ils se considèrent seulement antiracistes, seulement féministes, seulement militants pour les droits LGBT. Or, tout le monde, enfin, quasi tout le monde, à part quelques vrais, quasi tout le monde est d'accord avec ces causes. Quasi tout le monde est féministe, quasi tout le monde est antiraciste. La question, c'est quel sens on donne à ces mots, comment on mène le combat, quel constat on fait sur la société, à quel point on considère que le racisme est présent. Mais pour les woke, qui sont surreprésentés sur les services publics et au Canada aussi, j'imagine, leurs opinions ne sont pas des opinions, c'est des faits soutenus soi-disant par la science sociale, parce que aussi dans les départements universitaires très très à gauche, il y a une légitimation d'opinions d'extrême gauche et qui deviennent plus ou moins du savoir parce qu'ils utilisent le système de validation universitaire pour légitimer des croyances. Et je pense que c'est ça le gros problème. Tout le monde comprend que France Inter n'a pas à pencher à gauche, France Inter ou Radio-Canada n'a pas à pencher à gauche, mais les gens qui composent ces radios publiques peuvent dire bah non, nous on penche pas à gauche, on penche seulement féministe, antiraciste, militant pour les droits LGBT. Et donc c'est cette duplicité du discours qui pose problème et qui leur permet de s'imposer. Ben, tu le dis dans la conclusion en fait du bouquin, il y a un segment que j'avais noté et que je vais peut-être en lire un extrait, je trouve très intéressant. C'est ce que tu dis un peu, là. Tu dis la confusion sémantique, celle que dénonçait Orwell en 1946, permet à des idées régressives, empaquetées dans des mots positivement connotés, donc
égalité homme-femme, antiraciste, tout ça, de se déguiser en combat apolitique et universel et de gagner du terrain grâce aux idiots utiles bien intentionnés et au wokisme de s'institutionnaliser jusqu'à se confondre avec la neutralité. Aujourd'hui, les Français trouveraient-ils normal que le gouvernement oblige tous les producteurs de cinéma du pays à suivre tous les ans une formation de rééducation idéologique dispensée par des activistes d'extrême gauche? Évidemment non. Et c'est pourtant précisément ce qu'il fait. Depuis 2020, l'association AVFT est rédigée en écriture inclusive et dont le compte Twitter relaye des propos de militants décoloniaux, éduque aux frais du contribuable tous les producteurs de France à la théorie militante et éminemment contestée du continuum de violence. Les producteurs passent même un examen pour vérifier qu'ils ont bien assimilé le contenu du cours. Pourquoi cela ne choque-t-il pas? Parce que la formation s'intitule « Agir contre les violences sexistes et sexuelles au travail ». Le langage politique, écrivait Orwell, est conçu pour donner à des mensonges l'apparence de vérité et au meurtre des airs de respectabilité. C'est carrément ce que tu dis. Tu dis que dans le fond, il Exactement. y a une autre phrase un petit peu plus loin. Tu dis le wokisme, puisqu'il n'est pas la campagne de tel ou tel candidat, mais la défense d'un monde où on pourra tous vivre en paix, en harmonie, réussit à passer pour une forme de neutralité. Exactement. Ça, je pense, c'est un des éléments peut-être les plus importants. Là, on pourra revenir un petit peu après sur tous les détails de sur les détails de chaque chapitre. Mais ça, à mon avis, c'est un des points vraiment importants. Puis ça répond un peu à une question que Yann me demandait avant qu'on commence. Il me disait ce qui m'intéresse le plus, c'est comment on fait pour combattre cette Exactement. mouvance-là. Et c'est ce que tu dis un peu. C'est d'abord de l'identifier et de la Voilà. débusquer parce qu'elle se cache sous des airs de neutralité. Donc, dans le fond, on va faire une petite formation de équité, diversité et inclusion. Et tout ça est neutre, il n'y a aucune idéologie derrière. Mais Exactement. finalement, on finit par parler des terres non cédées, des privilèges ancestraux et de je ne sais trop quoi. Là. Exactement. C'est repolitiser, en fait, ce qui avait été dépolitisé pendant certains temps. Là, je pense que c'est en train de marcher. Un autre exemple que je donne dans le livre, c'est je crois que le président de Disney, enfin, Disney avait blacklisté une actrice qui avait pris des positions anti-woke. Et on lui avait dit, est-ce que c'est ton rôle d'avoir un biais à gauche comme ça? Et lui, il avait dit, nous, on est ni à gauche ni à droite, on défend des valeurs universelles. Sous-entendu, le wokisme est une valeur, les combats woke sont universels, mais c'est pas le cas. Et il y a beaucoup d'autres exemples. Je pense, Tu en fait, parlais de Gina Carano, je pense, qui est ah oui, une c'est ça. ancienne combattante du UFC, si je me rappelle bien aussi. Exactement, Gina Carano. Et il y a beaucoup d'autres exemples comme ça, où je pense que les woke, enfin les gens de gauche qui sont dans les. En fait, il y a deux façons de mener le combat contre le wokisme. Je pense la première, elle est très importante, c'est la bataille pour leur faire changer d'avis, opposer des arguments, combattre le logiciel woke, etc. Mais ça, je pense que c'est une bataille de très long terme. Mais à court terme, c'est leur dire, OK, très bien, vous avez le droit de détenir vos opinions, vous avez le droit d'être convaincu qu'elles sont justes, vous avez le droit de les défendre, mais quand il s'agit d'utiliser l'argent public, par exemple, vous n'avez pas le droit, des gens sont en désaccord avec vous, donc vous n'avez pas le droit d'utiliser de l'argent public pour défendre vos opinions. Et ça, je pense que c'est un truc que certains woke sont prêts à entendre si on arrive à leur faire comprendre que ceux qui s'opposent à eux ne sont pas des racistes, mais sont simplement des gens qui ne partagent pas leur conception de l'antiracisme. Euh, donc je pense que ça c'est fondamental. Pareil pour je parle des critères de sélection aux Oscars. Ils ont institué des critères de quota ethnique pour qu'un film soit éligible. Euh, et pourquoi c'est passé si facilement? Parce que l'Académie des Oscars décrit ces critères comme antiracistes. Donc si on accepte ça, il y a d'un côté ceux qui défendent ces critères et de l'autre les racistes. Et donc évidemment, il n'y a pas de débat légitime. Mais si on arrive à dire que c'est des quotas qu'on peut décrire comme woke, le wokisme étant positif ou négatif, à vous d'en juger, mais en tout cas débattable, eh ben, ils n'ont plus de légitimité à instituer ce genre de quotas ethniques. Et nous, on est légitime à s'y opposer. Et vu qu'il y a un débat, une institution qui est censée être neutre n'a pas à prendre position sur ce débat politique légitime. Moi, ce qui m'a fasciné dans l'implantation du wokisme, c'est qu'on sait que ça part des milieux universitaires. Ensuite, les grandes corporations ont été touchées assez vite. Je travaille dans le milieu financier dans la vie de tous les jours. Donc, tout le système ESG qui a été mis en place il y a plusieurs années pour vanter des fonds plus éthiques, apparemment. Puis justement, la terminologie est vraiment curieuse de ce côté-là. On dit que c'est très éthique, des choses comme ça.
Je l'ai vu, l'implantation du système ESG dans le système de l'industrie financière, et ce que j'ai observé, c'est que c'était fondamentalement marketing. C'était pas des militants qui voulaient changer le monde, c'était du marketing pour faire de l'argent, tout simplement. C'est la raison pourquoi on a implanté ces systèmes-là. Mais jusqu'à tout récemment, on avait l'impression que le grand public, monsieur, madame, tout le monde, ne voyait pas vraiment le wokisme dans sa télé, ne voyait pas vraiment le wokisme s'implanter. C'est quand même assez récent. C'est un phénomène, il y a 4 ou 5 ans peut-être, qui a commencé à émerger vraiment au niveau des gens dans leur vie de tous les jours, dans leur divertissement. Et j'ai l'impression qu'assez rapidement, c'est devenu tellement exagéré que les gens en ont soupé. Ils sont tannés de voir ça. Ils sont tannés d'être exposé à ça sans arrêt. Moi, c'est rendu que dans les services financiers, c'est impossible d'avoir une journée de conférence sans qu'il y ait un auditeur ou un conférencier qui arrive en avant et qui nous dise donc aujourd'hui, nous sommes sur les territoires non cédés de. Puis, moi, aussitôt que ça commence, des choses comme ça, je me lève puis je m'en vais. Je veux dire, je suis tanné un peu. Les communications qu'on reçoit des grandes entreprises sont rendues écrites en langage inclusif, alors que d'une manière. D'une manière simple, là, c'est pas lisable. On n'est pas capable de lire ce qui est écrit parce que c'est difficile à lire. Je pense que même l'Académie française s'est prononcée là-dessus pour dire vous allez créer des difficultés avec les enfants avec ce type d'écriture-là. Mais les grandes entreprises, ça a commencé dans les milieux universitaires, après ça, les grandes entreprises, et là, maintenant, c'est pouf, c'est dans la société au grand complet. On a l'impression que de retourner en arrière, c'est une tâche qui est extrêmement ardue. Mais je ne sais pas si je suis d'accord avec votre analyse que les entreprises, c'est juste du marketing. Je suis d'accord que les critères ESG, RSE, c'est souvent le cheval de Troie de l'idéologie. Mais je pense que la façon, en fait, je pense qu'il faut, il y a plusieurs types de, je pense qu'il y a certaines personnes dans les RH et dans les gens qui fixent définissent ces critères, etc., qui sont profondément des militants, C'est qui vrai. sont convaincus de la justesse des combats woke. Et ensuite, effectivement, eux arrivent parce qu'ils ont l'intimidation de leur côté, parce que si on n'est pas d'accord avec eux, on est raciste, etc. Eux, ils arrivent à imposer ces critères et eux sont profondément des militants, mais clairement, c'est une minorité des gens. Et ensuite, effectivement, il y a d'un côté les idiots utiles qui ne comprennent pas trop, on leur dit, bon, voilà, des quotas, bah, c'est ça l'antiracisme, ils ne se posent pas de questions. Et il y a aussi des gens qui n'adhèrent pas forcément, mais effectivement sont juste guidés par la recherche du profit, leur intérêt. Et donc, effectivement, ça devient dans leur intérêt de plus discuter ces critères, de les appliquer au niveau de leur entreprise pour obtenir des financements et tout. Et il y a aussi ceux qui ont peur, évidemment, et qui ne disent rien même s'ils n'adhèrent pas. Donc oui, ensuite, il y a une part de marketing, mais le marketing vient, je pense, dans un second temps, une fois qu'à l'échelle de l'entreprise, au niveau des RH ou des gens qui fixent les critères, certains militants profondément woke, en fait, ont vrai, ça. institutionnalisé ces critères. Donc je pense qu'il faut faire cette distinction. Ces militants-là qui ont été entraînés dans le milieu académique il y a peut-être une dizaine ou une quinzaine d'années en réalité. Là. Exactement. Et c'est paradoxal en plus que les gens de gauche, par exemple, aient attaqué plutôt systématiquement le bouquin ou même plus largement les gens qui tiennent un peu ton discours. Parce qu'ils finissent tous par en être plus ou moins la victime aussi. C'est ça qui est, c'est ce qui est absolument fascinant. J'ai une formule que j'utilise souvent, que j'aime bien. Je dis le centre-gauche d'hier et l'extrême droite de demain. C'est une boutade, mais c'est un peu ça. Dernièrement, ici au Québec, je te le mentionne parce que c'est quelque chose qui ne s'est pas rendu à l'international, mais on a eu un débat, sur... on a eu un débat sur l'enseignement de la théorie du genre à l'école, etc. Et dans le débat qu'il y a eu, on a invité sur un plateau de télé une dame universitaire qui avait tous les diplômes reliés à l'étude des enfants transgenres, tout ce que vous voulez. Et face à elle, dans le rôle du réactionnaire conservateur qui s'oppose à ça, on avait l'ancien chef du Parti québécois qui est traditionnellement un parti de gauche. Et lui-même, toute sa vie, est un monsieur de gauche. Il écrit des livres. Il écrit un bouquin, entre autres, qui s'appelle « Comment mettre la droite KO en 15 arguments », ce genre de choses-là. Et même lui, maintenant, est pratiquement relégué, est en train de se faire canceller d'une certaine manière parce qu'il est rendu presque d'extrême droite, finalement, là, au regard de ces gens-là. C'est-à-dire que c'est une mouvance qui dévore tout sur son passage. C'est la fameuse phrase « La révolution dévore ses enfants ». Et même les gens qui se croyaient politiquement corrects, très progressistes, très au goût du jour, il y a 10-15 ans, se font eux-mêmes dévorer et canceller pour des déclarations qu'ils ont tenues. Puis dans le livre, tu donnes plein d'exemples de ça, de séries. Entre autres, je pense que c'est Friends, que les réalisateurs et les gens qui ont écrit les scénarios passent leur temps à s'excuser sur des plateaux de télé, dans des entrevues, en disant « Ah, mais si c'était à refaire, jamais je ferais
ferait une série aussi sexiste et genrée que ça, alors que quand ils ont produit ça, c'était au goût du jour et c'était très socialement acceptable et il n'y avait aucun problème. Donc, c'est comme si ces gens-là sont incapables de se projeter dans l'avenir en se mettant dans la tête qu'eux seront eux-mêmes victimes de cette propre logique-là avec des choses dont ils ignorent l'existence dans 2, 3, 4 ans. Exactement. Exactement, c'est ça. Ils valident une logique où les moins purs doivent sans cesse être cancellés. Ils ne s'imaginent pas qu'eux-mêmes puissent dans 2, 3 ans être les moins purs. Un autre exemple aussi sur l'idéologie trans, c'est évidemment J.K. Rowling, Hum. l'auteur d'Harry Potter, qui pourtant a dit jusqu'à 2010-2015 qu'elle se considérait de gauche. Elle était proche, bon, la gauche centre-gauche, mais elle était quand même de gauche. Et un jour, elle a dit qu'un homme était un homme et une femme est une femme. Et maintenant, elle est renvoyée, elle est boycottée par les woke, elle est considérée par certains comme étant d'extrême droite. Évidemment, c'est complètement faux. Mais et pourquoi je pense Roger Scruton, le philosophe, il se demande pourquoi à gauche et lui et je crois que c'est dans un livre déjà de 1980 où il dit ça. Un livre où il reprend la pensée, où il explique, il vulgarise la pensée postmoderne. Pourquoi il y a de telles spirales de pureté? Pourquoi ceux qui ne sont pas les plus à gauche sont toujours cancellés par les autres? Enfin, il n'utilise pas le mot cancellé, mais... Et sa réponse, et pourquoi c'est pas le cas à droite? Parce qu'à droite, c'est pas le cas. C'est même l'inverse. C'est ceux qui sont moins à droite qui cancellent un peu les autres. Et, euh, et lui, sa réponse, c'est que la politique de gauche, contrairement à la politique de droite, c'est une politique qui a un but. Notamment parce qu'elle repose sur une certaine vision de la nature humaine assez naïve où l'homme est bon et c'est la société qui le corrompt. Et ben, la conséquence, c'est qu'on pourrait éradiquer vraiment le mal. Éradiquer, si vous écoutez les woke, ils pensent vraiment qu'on pourrait éradiquer complètement les violences sexistes et sexuelles, que chaque instance de féminicide, enfin d'un homme qui tue une femme, c'est une fois de trop et c'est révélateur d'une faille structurelle dans nos sociétés. Donc c'est une politique qui a un but et un but profondément vertueux qui s'imagine qu'on pourrait atteindre une sorte de société utopique. Et donc forcément, les personnes qui ne sont pas assez enthousiastes et qui ne sont pas assez militantes pour atteindre ce but, qui pourtant, selon les woke, est à portée de main, toute personne en fait est en train de retarder l'avènement d'une société parfaite, donc doit être cancellée. Alors que à droite, c'est pas le cas. À droite, notamment parce qu'on s'appuie sur une conception de la nature humaine où l'homme n'est pas naturellement bon et le mal existera toujours et on peut que le combattre au prix d'arbitrages coûteux. Il n'y a pas de but à la politique de droite. C'est simplement, ou la politique de droite, c'est un mauvais moment, on va dire conservatrice. C'est simplement toujours faire des arbitrages, toujours atteindre un compromis fragile qu'on essaye de. C'est le conservatisme. Ne pas prendre de risques, se satisfaire de ce qu'on a, conserver, mais ne pas aller vers quelque part. Et donc, forcément, les plus enthousiastes à droite sont au contraire des dangers parce qu'ils ne sont pas conservateurs, parce qu'ils risquent de nous faire perdre ce qu'on a déjà. Et à gauche, c'est exactement l'inverse. Et donc, et ça, j'ai trouvé cette explication assez convaincante. C'est Scruton dans les années 80. Pourquoi il y a ces spirales de pureté qui n'existent qu'à gauche et pas à droite. Je pense que un des meilleurs exemples de pureté qu'on voit, et qui est super bien décrit dans un autre livre qui est Madness of Crowd, qui était quand même qui était super intéressant. C'est justement ce qui était les premiers woke d'une certaine façon étaient les féministes qui avaient un but qui était très précis, qui était quand même assez noble, puis qu'il y a plusieurs personnalités qui se sont créées dans l'époque féministe. Mais lorsqu'est venu l'heure de gloire des trans, si on veut, et que là, on a essayé de faire compétitionner des athlètes trans dans les catégories féminines, ces mêmes féministes-là qui s'étaient levées, qui étaient des héroïnes dans le passé, se sont levés pour dénoncer ça et ont été cancellés par les mouvements progressistes à ce moment-là. Je pense que moi, c'est un des exemples qui m'a le plus frappé de montrer comment quelqu'un peut passer de héros à zéro dans ce clan-là qui est tout simplement hallucinant. Un des points qui m'a frappé quand même dans le livre, c'est et tu le notes parce que juste pour dire aux auditeurs, là, le livre, de la façon dont il est construit, c'est qu'on part du principe qu'il y a une dizaine de croyances woke, dans une dizaine de postulats qui sont amenés comme ça, qui sont indémontrés, en fait, sont postulés comme étant des vérités. Donc, il y a par exemple l'idée que l'universalisme, le discours un peu à la Martin Luther King, l'idée de dire les individus doivent être pris pour ce qu'ils sont et non pour leur couleur de peau. Donc, ça, on dit que c'est une hypocrisie. Toute disparité statistique est considérée comme une dynamique de domination, un rapport oppresseur-opprimé. Et ensuite, tu pars de ces 10 croyances woke-là et tu le déclines ça en une dizaine de chapitres qui abordent chacun des thèmes.
Et un des thèmes que j'ai trouvé intéressant dans ça, c'est la sixième croyance que tu as exprimée de la manière suivante. Le militant woke, il a tendance à nier le consensus scientifique sur les différences entre les sexes. Et même, j'aurais tendance à dire le consensus scientifique au sens large, parce que tu donnes dans ton livre une série d'exemples qui sont basés sur des études et qui démontrent carrément que ce que ces gens-là racontent, c'est en gros n'importe quoi, là. Et un des exemples qui m'a le plus frappé, c'est celui-là. Je peux vous en lire un petit extrait. Tu dis, à l'Opéra de Florence, la fin de Carmen a récemment été réécrite parce que selon le directeur du théâtre, à notre époque marquée par le fléau des violences faites aux femmes, il est inconcevable que l'on applaudisse le meurtre de l'une d'elles. Pourtant, dans un formidable chapitre où il dissèque les racines de la violence humaine, Steven Pinker montre que la violence dans la fiction n'exerce sans doute qu'une influence marginale sur les taux de violence dans la vie réelle. Et là, j'arrive à l'exemple. Sur les 200 études qui, au moment où il l'écrivait, avaient cherché une corrélation entre la prévalence de la violence dans nos produits culturels et les comportements violents, plus de la moitié avaient conclu à l'absence de lien. L'autre moitié avait trouvé des corrélations faibles, qui ne constituaient pas des relations de cause à effet. Par exemple, les enfants qui seraient naturellement violents se dirigent vers des divertissements violents. Le chercheur Jonathan Friedman a mené une revue de littérature sur ce sujet et a conclu que l'exposition à des représentations violentes n'a aucun impact sur la propension à la violence dans le monde réel. Plus récemment, une grande méta-analyse qui recensait 28 études portant sur un total de 21 000 adolescents examinés pendant une période prolongée a montré que les jeux vidéo violents ne favorisaient pas les gestes agressifs dans la vie réelle. Et là, tu donnes l'exemple de la Corée du Sud qui a le cinéma le plus violent au monde, mais un taux d'homicide par habitant qui est 2 fois inférieur à celui de la France. Mais là, tu nommes des études, des méta-analyses, toutes sortes de recherches scientifiques. Qu'est-ce que ça va prendre? Je pense qu'on arrive souvent avec cette conclusion-là avec un woke. Qu'est-ce que ça va te prendre comme preuve scientifique que tu n'as pas rapport sur ton sujet? Parce que eux, pourquoi je prends cet exemple-là, c'est que un des points qui est très évident, et tu t'en as parlé avec la différence de conception de nature humaine pour j'allais dire la personne normale versus le woke, c'est peut-être un jugement de valeur de ma part, mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est que pour nous, notre postulat de base, c'est plutôt que les films et les œuvres de fiction sont le reflet de la nature humaine. Donc, si à l'écran, il y a des viols, des meurtres, des vols, des crimes, c'est parce que dans la vie, il y en a aussi et que ça correspond à la fiction doit mettre à l'écran la réalité telle qu'elle est. Et toi, ce que tu dis, c'est que pour eux, la fiction doit mettre à l'écran ou sur papier la réalité telle qu'elle devrait être, selon leurs critères de bonne moralité. Et selon eux, la raison pour laquelle les gens, par exemple, sont violents ou il y a des féminicides, là, le nouveau mot à la mode qu'il y a depuis quelques années, c'est parce que les gens sont conditionnés par la culture. Donc là, il y a la culture du viol, il y a la culture de la violence. Et on entend souvent ça, par exemple, on dit « Ah, mais aux États-Unis, c'est normal qu'il y ait autant de crimes parce que regardez leur cinéma, il y a de la culture de la violence, tout ça. » Et toi, ce que tu dirais, et beaucoup d'autres personnes, c'est plutôt de dire, ben non, ils sont pas comme ça à cause de leur cinéma. Leur cinéma est comme ça parce que eux sont comme ça. Parce que c'est un simple reflet. La culture, finalement, est un miroir de la réalité et non l'inverse. Exactement. C'est un des grands thèmes qui traverse mon livre, c'est comme ils inversent la causalité entre comportements représentés et comportements dans la vie réelle. Il y a certains faits sociaux qu'on retrouve plus dans la réalité parce qu'ils correspondent à une réalité humaine, parce qu'ils correspondent à la nature humaine. Et eux croient que si certains faits sociaux se retrouvent problématiques, on va dire, se retrouvent plus dans la réalité que d'autres, c'est parce qu'on les a vus à l'écran. Et un des sujets sur lequel c'est plus marquant, tu l'as très bien dit sur la violence, mais un autre, c'est sur le sujet des relations hommes-femmes, sur le sujet dans la vie réelle, par exemple, en finance, il y a beaucoup moins de femmes que d'hommes. Beaucoup moins de candidates, et c'est pas à cause de la discrimination, parce que les études montrent que à dossier égal, une femme a plutôt, dans le monde de la finance occidentale, même plus de chances aujourd'hui, en raison de la discrimination positive et C'est tout, vrai. d'être prise qu'un homme. Et donc les woke disent, ok, mais en fait c'est parce que les femmes ont intériorisé des stéréotypes qui leur dit, vous n'allez pas faire de la finance, mais vous allez faire plus des métiers
du care, tout ça. C'est ce que disent les woke. Et donc, pour eux, c'est important de représenter à l'écran un monde où les femmes se comportent comme des hommes et de continuer la discrimination positive dans les entreprises pour avoir un taux de candidates retenues supérieur au taux de candidates qui postulent, pour ensuite pouvoir donner aux femmes des rôles modèles. Et donc, déjà, c'est une idée très infantilisante envers les femmes, parce elle dit que les femmes, en fait, ne savent pas ce qu'elles veulent, que les femmes n'ont pas de libre arbitre, que les femmes sont les victimes passives du patriarcat. C'est des militants qui font des jugements de valeur au nom de toutes les femmes en disant que parce que aussi il faut rappeler que s'il y a moins de femmes en finance, c'est parce qu'il y a plus de femmes ailleurs, dans d'autres médecines, dans d'autres domaines, par exemple en droit ou dans certains domaines de la médecine ou en éducation. Et chaque choix professionnel représente un arbitrage entre plusieurs biens, la rémunération, le temps libre, l'intérêt du métier, etc. Il n'y en a pas qui sont meilleurs objectivement que d'autres. Tout dépend de ce que chaque personne individuellement préfère. Donc les woke font le jugement de valeur selon lequel les femmes en réalité choisissent mal et selon lequel certains choix les rendraient plus heureux. Donc déjà, c'est une idée très infantilisante. Et surtout, c'est ce que j'essaie de démontrer dans mon livre, cette idée est complètement fausse parce que énormément d'études de plein de domaines différents, donc on peut parler de psychologie évolutive, mais aussi d'études faites sur des enfants, des nourrissons qui n'ont pas encore eu le temps d'intérioriser les stéréotypes, montrent qu'en moyenne, et le mot en moyenne il est très important, et c'est les woke, quand ils caricaturent le raisonnement des gens comme nous, ils oublient toujours le mot en moyenne. En moyenne, les hommes et les femmes sont différents, sont attirés par différentes choses. Non pas tout simplement parce que, ça aussi je l'explique dans mon livre, si vous voulez j'explique en 2 secondes, la raison pour laquelle les hommes et les femmes sont différents, c'est l'évolution en fait. C'est-à-dire que on est le fruit, nos cerveaux sont le fruit de millions d'années d'évolution, et la plus grosse différence pour tous des livres entiers qui sont écrits sur ça, donc c'est dur de résumer en 2 mots, mais en quelques mots, la plus grosse différence c'est que à travers notre histoire évolutive, une femme, par défaut, se reproduisait. Parce qu'un homme pouvait mettre enceinte plusieurs femmes. Et donc les femmes, toutes se reproduisaient, alors que les hommes, il n'y avait que certains hommes qui se reproduisaient. Les hommes parvenus en haut de la hiérarchie sociale masculine. Donc un homme, pour survivre, devait avoir énormément d'ambition, prendre des risques, parce que d'un point de vue évolutif, mourir ou être en bas de la hiérarchie sociale masculine, c'était exactement la même chose. Donc les hommes sélectionnés par l'évolution, c'était les hommes qui prenaient le plus de risques, qui étaient les plus ambitieux, qui étaient le plus prêts à sacrifier du bien-être à court terme pour espérer se reproduire, alors que les femmes, le calcul évolutif, on va dire, et évidemment tout ça c'est inconscient, hein, c'est l'évolution qui s'en charge pour nous. Pour les femmes, le calcul évolutif n'était pas exactement le même. Donc les traits psychologiques qui ont été choisis chez les hommes et les femmes, après des millions d'années d'évolution, n'ont pas été les mêmes. Et là, vraiment, le raisonnement, évidemment, est assez caricatural, mais le modèle est juste. Et donc, aujourd'hui, en moyenne, les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes aspirations dans la vie, n'ont pas les mêmes choses qui les rendent heureux, n'ont pas les mêmes préférences. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est attesté par, il faudrait dire, les scientifiques cognitifs les plus importants, les David Guéry, les Steven Pinker. Il y a un consensus scientifique total. Susan Pinker, la femme de Steven Pinker, a écrit des livres passionnants sur ça. Simon Baron Cohen, psychologue cognitif à Cambridge aussi. Donc il y a un consensus scientifique total sur ça, mais quand on écoute les discours woke, même quand on lit par exemple Mona Chollet, une des icônes féministes en France, il y a toujours le présupposé que toutes les asymétries entre hommes et femmes dans le monde réel, et pas que les asymétries professionnelles d'ailleurs, mais d'autres asymétries, sont construites par la société, ce qui est complètement faux. Je finis là-dessus. Une autre chose contre laquelle les woke luttent, c'est les dynamiques de séduction asymétriques. Donc dans les fictions, dans les livres, dans les romans, depuis des années, c'est souvent les hommes qui font plus d'efforts pour séduire une femme, et la femme qui est assez réticente et qui finalement cède à l'homme et accepte quand l'homme lui a montré qu'il pouvait être un bon partenaire, s'engager à long terme, etc. Et les hommes ont un rapport un peu plus frivole au sexe sans sentiment. Pour les femmes, c'est un peu plus important, etc. Et les féministes woke considèrent que ça, c'est une construction sociale, que si on retrouve certaines mentalités différentes vis-à-vis de la sexualité masculine et féminine dans la vraie vie, c'est le produit de nos représentations. Or, encore une fois, je démontre dans le livre, je ne vais pas entrer dans le raisonnement évolutif, mais je démontre que si ces asymétries existent dans la fiction, c'est lié à des asymétries
moyenne dans la psychologie masculine et féminine, et les rapports de séduction dans la vraie vie sont asymétriques, et c'est pour ça qu'ils le sont dans la fiction. Joey, tu avais une question, je te laisse aller. Oui, et ça tombe super bien, super intéressant, Samuel. Ben, pour faire un peu le paradoxe, tu parlais tout à l'heure du fait que, justement, le wokisme semble vouloir combattre le patriarcat au sein de la fiction et au sein des films. Mais je voulais t'entendre par rapport au paradoxe, ou certains diraient l'hypocrisie, du fait que de mettre toujours de l'avant, on dit c'est le remplacement du matriarcat par le patriarcat, mais d'un autre côté, si on voit les personnages, majoritairement des femmes, ce que dans l'univers d'Hollywood américain, on appelle le strong female character, qu'on parle par exemple le personnage de Rey dans la dernière trilogie Star Wars, ou le nouveau personnage de Galadriel dans la nouvelle série Amazon du Seigneur des Anneaux. On essaie de prendre le stoïcisme des personnages souvent plus masculins qu'on a vu dans plein d'autres films avant et de le transférer du côté féminin, et c'est souvent ça que la majorité, en tout cas dans mon cas et plusieurs, n'aiment pas tant que ça parce que les personnages féminins, on n'est pas dans la présentation féminine avec un grand F, on n'est pas dans la femme fatale, on n'est pas dans poussons vers les valeurs féminines. Non, on essaie de faire ce qu'on appelle au Québec un tomboy. C'est vraiment de faire une femme très masculinisée, ce qui en bout de ligne fait l'effet inverse. On se sent pas attiré vers ce type de personnage. Au contraire, ça fait un peu une sorte d'aberration. Et au contraire, en plus, si on rajoute le fait que dans l'univers d'Hollywood, un personnage femme est toujours extraordinaire. Elle n'a presque jamais de mentor. Elle ne se fait jamais remettre en question par un homme. Elle sait absolument tout, ce qu'on appelle le terme américain d'hollywoodien de Mary Sue. Donc, je vais t'entendre un peu là-dessus, le fait que on combat le patriarcat, mais de certaine façon, on le ramène pour comme se donner de la puissance, en fait. Exactement. Je parle de ça dans mon livre. C'est vrai, le terme tomboy, je pense qu'il est juste. Moi, je dis que les femmes, et je donne les exemples que tu as cités de Rey, de Galadriel et d'autres, les femmes, souvent dans les films hollywoodiens ces derniers temps, deviennent juste des hommes aux cheveux longs, en fait. Et donc, il y a plusieurs choses. Déjà, c'est vrai que c'est pas des personnages intéressants pour ça, parce qu'en fait, on n'y croit pas à ces personnages, parce que psychologiquement, elles ne sont pas authentiques. On n'y croit pas. Ça n'existe pas, en vérité, des personnages comme ça dans la réalité. Il y a parfois des hommes comme ça, des femmes comme ça, bon, ça doit exister, mais c'est des exceptions qu'on présente comme une règle générale. Donc c'est faux. La deuxième chose, c'est vrai, c'est ce que tu as dit aussi, c'est que en fait, on croit être féministe en faisant ça, mais en fait, on a juste intériorisé que se comporter comme un homme, c'était ce qu'il y avait de bien, et c'était les rôles modèles qu'on devait présenter aux femmes. Et c'est un combat. Je cite quelqu'un qui parle de combat contre la féminité, en vrai. Les féministes sont peut-être justement les plus misogynes, elles ont un biais misogyne, à dire que les femmes ne seront fortes et indépendantes que quand elles se comporteront exactement comme les hommes se comportent. Et troisièmement, la raison aussi pour laquelle ces personnages de femmes fortes et indépendantes sont souvent plus faibles, c'est effectivement parce que, en fait, si on reprend le modèle de l'arc narratif classique d'un héros, il doit avoir des failles, il doit ne pas être parfait au début, et il doit surmonter des obstacles. Et les obstacles peuvent être extérieurs, par exemple des méchants redoutables, dont il est plus faible, et donc il doit s'entraîner extrêmement dur, consentir à des sacrifices, accepter de cogiter, de réfléchir, de faire des alliances avec des personnages qu'il aime moins au nom de l'intérêt général, vraiment changer ses objectifs, ou bien il doit lui-même se remettre en cause, comprendre que par exemple il a trop privilégié, je ne sais pas, sa carrière sur sa famille, ses amis, son amoureuse, ou bien, en tout cas, il doit vraiment comprendre, ou bien accepter de changer d'objectif, de se dire au début du film, j'avais pas le bon objectif, en fait, il faut que je choisisse un objectif un peu différent, et c'est ça qui va me rendre heureux. Et c'est pour ça que certains personnages sont attachants. C'est parce qu'on les voit évoluer, on les voit avoir une transformation intérieure. On sait que quand ils obtiennent ce qu'ils veulent à la fin, ils ont mérité ce qu'ils ont obtenu. On a fait ce voyage avec eux. Et c'est pour ça qu'on aime certains héros, certains personnages. Mais avec le cliché de la femme forte et indépendante, ou la strong female lead, souvent ils disent, c'est plus le cas. Et dès le début du film, ils nous présentent souvent une femme qui est dans un domaine meilleur que tous les autres. Et c'est plus à elle d'accepter de changer certaines choses, d'évoluer pour atteindre ses objectifs. C'est aux autres, en fait, c'est à la société d'arrêter de la sous-estimer. C'est tous les autres personnages qui doivent avoir des changements intérieurs et de comprendre qu'ils doivent arrêter d'être misogynes, arrêter de comprendre, par exemple, que parce que c'est une femme, elle peut pas faire certains trucs. Par exemple, souvent, c'est le modèle des parents qui mettent à une jeune femme des barrières dans ses roues parce qu'elle veut, je sais pas,
pour suivre une voie Ouais, masculine ouais, et ils ouais, lui ouais. disent mais non, c'est une voie d'homme, ça, elle fait pas ça. Et donc, et elle, ses objectifs sont juste au début, elle est parfaite, elle est plus forte que les autres. Et c'est vraiment, donc c'est un combat contre la société. Et donc ces personnages-là sont pas attachants. Je finis là-dessus. Un exemple que je prends, c'est une comparaison des deux films Mulan, celui de 1998 et celui de 2020. Dans celui de 1998, donc c'est l'histoire d'une jeune femme qui se fait passer pour un homme et s'engage dans l'armée. Mais la jeune femme, vu que c'est une jeune femme, elle ne combat pas bien, elle ne se bat pas bien, elle est moins forte physiquement que les Mhm. autres, elle est timide, elle a peur, et elle doit compenser ça par une intelligence tactique supérieure. Et elle n'est pas arrogante et elle fait pas des leçons c'est pas aux autres, c'est pas une leçon de morale constante envers les autres personnages et envers la société. Mais dans le Mulan de 2020, dès la première scène, Mulan, c'est la meilleure guerrière de Chine, ce qui d'ailleurs est complètement irréaliste parce qu'une femme, biologiquement, ne peut pas être une meilleure guerrière que des hommes. On le voit bien aux Jeux Olympiques ou dans les compétitions sportives. Il y a des catégories différentes. Donc, mais même en admettant que ce soit vrai, le personnage n'est pas, que ce soit possible, le personnage n'est pas attachant Mm. parce qu'il ne doit pas surmonter des épreuves parce que c'est aux autres de changer. Il y a un truc que je trouve absolument fascinant dans le bouquin, c'est le fait que tu mets le doigt sur une série de contradictions qui sont tout à fait savoureuses. Là, par exemple, tu dis à un moment donné que bon, dans le wokisme, il y a une dénonciation très forte de l'appropriation culturelle, mais par contre, on ne se gêne pas du tout pour faire ce qu'un auteur appelle de l'appropriation historique. Mm. C'est-à-dire que quelqu'un, c'est très mal vu pour, je ne sais pas moi, une femme d'aller se faire faire des tresses si elle n'est pas de culture afro-américaine ou jamaïcaine ou quoi que ce soit. Mais par contre, elle peut s'approprier le passé de gens qui ont souffert et après prétendre parler au nom de ces gens-là alors qu'elle, elle vit dans un monde absolument confortable avec jamais vécu aucune difficulté. L'autre contradiction que je trouvais assez intéressante, c'est par exemple le fait que on invente toutes sortes de termes qui sont censés décrire des discriminations, mais on les utilise à géométrie très variable. Par exemple, un des termes qui est souvent utilisé dans la mouvance woke, c'est par exemple, vous faites de l'agisme. Donc, il ne faut pas Mm. discriminer les gens en fonction de leur âge, mais un petit peu plus loin dans le discours, on va dire ben, que le rôle du jeune, c'est quand même d'éduquer ses parents et ses grands-parents qui sont quand même des vieux réactionnaires Mm. racistes. Et ça, c'est mis à l'écran un peu comme tu le disais. C'est dans une série, tu as un peu toujours le jeune qui est un peu une espèce de militant éveillé et qui, lui, doit composer avec des parents qui sont homophobes, Exactement. racistes, tout ça. Et son but maintenant, c'est pas d'être élevé par ses parents, mais c'est d'éduquer ses propres parents à la Exactement. nouvelle réalité. Troisième Mm. exemple, peut-être dernier, que je donnerais, que je trouve intéressant, c'est quand tu parles du rapport à la police. Tu dis, par exemple, pour les woke, tous les agissements de la police doivent être interprétés à l'aube de l'idéologie. Et là, par exemple, le fait qu'ils arrêtent, le fait qu'il y ait, par exemple, il y ait plus de gens noirs en prison dans un endroit donné, c'est la preuve qu'il y a du racisme systémique. Mais le fait que 80% des gens qui sont en prison soient des hommes, comme par hasard, là, c'est plus une preuve de la misandrie de la police, là. Ça, c'est comme Exactement. un hasard statistique, là, comme ça, qu'il n'y a pas de lien avec les a priori de la police. Donc, je trouve ça absolument fascinant, là, tous les paradoxes que tu mets de l'avant dans le livre. Peut-être un des points que j'aimerais que tu expliques, et on s'en va vers la conclusion tranquillement, parce que ça fait quand même 40 quelques minutes qu'on discute ensemble, c'est la fameuse théorie du continuum. Donc, peut-être que des gens ne l'ont pas, savent pas exactement ce que c'est, mais tu en parles là, quand même à plusieurs endroits dans le livre, dont dans le chapitre 5, et je lis juste une phrase que tu as écrite. Tu dis, l'idée que le meurtre d'une femme ne constituerait que la manifestation la plus grave d'une misogynie culturellement acceptée, voire valorisée. Autrement dit, il existerait une différence de degré, mais pas de nature, entre le fait d'offrir à sa conjointe un t-shirt rose ou des fleurs, par exemple, et le fait de la tuer. Mm. Et ça, c'est relié aussi, en corollaire, à l'exemple au thème des micro-agressions, là. Donc, dans le Mm. fond, c'est la même chose, quelqu'un qui fait un féminicide, que quelqu'un qui fait du manspreading ou tous les trucs en Mm. ing, là. T'en parles beaucoup Ouais. dans ça. Et c'est mis à l'écran toujours un peu si c'est une série policière, ben là, on va avoir une policière qui est face à plein de policiers qui sont misogynes, remplis de préjugés, Mm. tout ça. Et
on met ça un peu sur c'est ça la théorie du continuum, je te laisse l'expliquer dans un instant, là, mais c'est l'idée que entre les pires criminels et les simples préjugés, il y a un fil conducteur qui est un Exactement. genre de procédé continu au sens où il y a des gens qui sont juste un petit peu racistes ou un petit peu de préjugés, il y a d'autres qui font de l'épuration ethnique et ces gens-là, Ouais. c'est la même chose au final. Là, tu sais. Voilà, c'est ça. On apprend l'idée, c'est que si des hommes tuent des femmes, c'est qu'ils ont intériorisé, en étant socialisés dans une société patriarcale, l'idée que les femmes sont inférieures aux hommes et donc que la violence contre elles est légitime. C'est qu'ils ont vu des films où les femmes ou les hommes vont plus en finance et les femmes plus dans certains domaines, et donc que voilà, ils ont appris à détester les femmes et donc ils finissent par tuer des femmes. Et donc, je montre déjà que cette idée, la biologie semble dire qu'elle est complètement fausse parce que si la violence est majoritairement masculine, dans tous les animaux, y compris ceux qui n'ont pas de culture, la violence est toujours masculine chez tous les animaux. Je montre que parmi les auteurs d'homicides, le pourcentage d'hommes chez les humains est quasiment le même que le pourcentage de mâles chez les singes, les orang-outans, etc. Que le pourcentage de victimes d'homicides qui sont des femmes chez les humains est à 1 ou 2% près le même que chez les primates, enfin, que chez les autres primates. Donc l'idée selon laquelle, si la théorie du continuum de violence était vraie et que par la culture, on avait fait passer l'idée d'une infériorité de la femme, on verrait un pourcentage plus élevé de femmes être victimes de féminicide chez les êtres humains, de femmes être victimes d'homicide, pardon, chez les êtres humains, parmi les victimes de meurtre, que chez les autres primates. Mais c'est pas du tout le cas. Donc, rien dans la biologie ne semble donner raison à l'idée du continuum de violence. Bon, évidemment, parfois, il faut évidemment pas chercher si loin. Le bon sens tend à montrer que cette théorie est complètement bancale. Et aussi, pour rebondir sur ce que tu disais sur le fait que on fait des équivalences entre les micro-agressions et les agressions réelles et la violence physique réelle en disant que l'une est le résultat de l'autre, on voit qu'il y a un problème très grave là auquel on avait peut-être peu réfléchi avec les événements en Israël, c'est qu'à faire des équivalences entre tout et n'importe quoi, on n'est plus capable de vraiment discerner le mal, la violence physique et de la condamner pour ce qu'elle est. Et on voit que là, parce que si la violence symbolique est une violence comme une autre, la violence réelle en réponse à la violence symbolique supposée ou réelle d'ailleurs est légitime. Et on voit avec les woke là qui sont étonnamment complaisants du massacre de 1400 Israéliens en Israël, civil. En fait, certains disent que c'est un paradoxe avec leur théorie où ils font très attention aux microagressions. Mais en fait, c'est pas forcément un paradoxe, c'est peut-être l'aboutissement logique où si on fait plus de hiérarchisation, tout se vaut et tout est légitime et toute violence physique en réponse à. C'est absolument vrai ce que tu dis là. On a vu, puis je vais te laisser enchaîner après, Yann, là, mais on a vu deux exemples. Le premier, c'est celui que tu dis, où par exemple, des gens avaient comme argument, ouais, mais quand même, là, tu sais, égorger des femmes, des enfants, faire des otages, Israël a coupé l'eau quand même. Là, tu dis, ouais, ben, je sais pas, là, l'eau potable, des égorgements, tu sais, je veux dire, il y a. S'il y a pas de, c'est comme s'il y a des hiérarchies de valeurs qui n'ont aucun sens. Il y a des hiérarchies de gestes qui n'ont aucun sens. Et au Canada, on a eu un bel exemple de ça. C'est des gens qui banalisaient le fait que, bon, je ne sais pas si tu as vu cette histoire-là, je pense que ça a fait le tour du monde. Là. Le Parlement canadien a invité un ex-soldat nazi, un peu de ce qu'on comprend par erreur, parce que c'était un ancien combat. Bon, il y avait Zelensky qui était au Parlement canadien, donc à la Chambre des communes. Et puis, bon, ils ont invité des anciens militaires, tout ça. Il y avait un militaire et ils ont oublié de vérifier s'il y a quelqu'un qui a fait un mauvais coup. Là. Mais bref, il avait servi dans la Waffen-SS pendant la Deuxième Guerre mondiale et ils l'ont tous ovationné comme étant un héros de guerre, tout ça, alors que ça, en fait, c'est potentiellement un criminel de guerre. Et il y avait des gens que, pour eux, ils ne comprenaient pas la différence symbolique entre le Parlement qui ovationne un réel soldat SS qui a servi avec le drapeau sur le bras et qui a potentiellement contribué à des liquidations puis à un génocide, versus le fait qu'on pourrait dire que telle personne est d'extrême droite ou que telle autre personne est raciste. Là, je disais, mais est-ce que vous comprenez que cette personne-là, c'est pas juste une étiquette, elle a réellement été dans l'armée, dans un régiment SS. C'est pas juste quelqu'un que gauchiste a traité de nazi. Là.
Ouais. Et c'est comme si beaucoup de gens avaient perdu le contact avec la réalité. Là. C'est un peu ce que tu dis. Là. Je trouve ça intéressant de le souligner. Yann, tu avais une question? Ben écoute, moi ce qui me surprend dans tout ça, ces affaires de woke-là, c'est que le vilain par excellence, c'est l'homme blanc hétérosexuel, qui vit en banlieue même parfois. Par contre, ce que je me rends compte, c'est que les réelles victimes à date du wokisme, à mon avis, c'est les femmes. On le voit dans les sports. Leur sport d'élite est complètement compromis par l'apparition d'athlètes transgenres. Ensuite, on le voit aussi sur les conseils d'administration de plusieurs entreprises, dans le sens que, afin de remplir des quotas ESG, on tend à vouloir nommer des femmes. On le voit sur des conseils de ministres en politique également. Mais on a tout le temps l'impression que ça nuit à la crédibilité des femmes qui sont ainsi nommées parce que il y en a des très bonnes. On sait qu'il y en a qui méritent amplement leur poste, mais des fois, on a l'impression qu'il y en a qui ont été là pour remplir un quota plus que d'autres choses. Donc, à date, je trouve que c'est eux les principales victimes de tout ça. Puis, il y a urgence d'agir, notamment pour les femmes, contre le wokisme. Mais justement, je me dis, si tout part des universités, est-ce que le nettoyage de cette idéologie-là, qui est très néfaste pour les femmes, devrait commencer elle-même à l'université? Donc déjà, pour répondre à la première partie de ce que tu disais sur les femmes qui sont les premières victimes en entreprise de cette idéologie de quota et de discrimination positive, c'est vrai. Mais cela dit, je m'interroge, je me faisais cette réflexion hier, sur le besoin que nous, on va dire les anti-woke, ont à toujours utiliser des arguments, à dire que les woke desservent les causes qui, en fait, à utiliser des arguments woke, plus ou moins, c'est pas woke évidemment de défendre les femmes, mais à dire qu'ils desservent les combats qu'ils croient servir, etc., au lieu d'opposer, parce que, je suis pas très clair, mais je vais expliquer. Quand on parle de discrimination positive des hommes en entreprise, en réalité, les premières victimes sont les individus masculins, pas forcément d'ailleurs privilégiés, qui se font discriminer. Et peut-être qu'on devrait être plus courageux et dire la discrimination positive est scandaleuse pour les hommes, mais comme le débat public fait que c'est idéologiquement très peu acceptable de dire qu'on défend les hommes en tant que groupe, on se sent obligé de faire de la gymnastique intellectuelle et de donner des arguments comme ça en disant que ça dessert même les femmes, ce qui est vrai évidemment. Les femmes certains pensent qu'elles sont des imposteuses quand elles sont promues, etc. parce que les quotas, c'est vrai, mais il faut aussi avoir, je pense, une pensée pour sur les quotas. Un homme, par exemple. La personne qui n'a pas été nommée, autrement dit. Voilà, la personne qui n'a pas été nommée, issue d'une classe populaire parfois, peut-être qui a énormément travaillé. Aux États-Unis, on peut dire la même chose pour les Asiatiques, par exemple, qui sont massivement discriminés. Mais donc, et qui, au nom de l'inclusion, est discriminée, et une femme peut-être parfois bourgeoise est recrutée en priorité par rapport à lui. C'est complètement injuste. Et peut-être qu'il faudrait aller sur ce terrain-là. Il faut arrêter cette vision collectiviste, voir des groupes. Chaque individu est un individu. Tous les individus discriminés au nom de traits qu'ils n'ont pas choisis, c'est un scandale. Et en ce sens, les premières victimes de la discrimination positive sont, non pas les hommes, mais des hommes, des centaines et des centaines d'hommes. Et c'est eux qu'il faut défendre. Mais cela dit, je suis d'accord que l'argument pour les femmes est juste aussi. Et sur l'université, oui, c'est le combat majeur. Je sais que des gens disent que l'université aujourd'hui est déjà perdue, tellement la surreprésentation de gens à gauche ou à l'extrême gauche augmente chaque année, et à quel point c'est auto-réalisateur. Les gens qui pensent autrement n'osent plus le dire s'ils veulent continuer leur carrière universitaire, la cooptation de nouveaux membres woke. Donc c'est un phénomène qui ne fait que s'accélérer. Donc certains disent qu'il faut recommencer, recréer d'autres institutions. Le problème, c'est qu'elles n'auraient pas de crédibilité ou de valeur épistémologique en termes de création de savoir. Peut-être accorder moins d'importance au tampon universitaire de manière générale dans la légitimation de savoir. Mais je ne sais pas, c'est vrai que le gros problème en Occident, c'est le fait que les institutions créatrices de savoir, ou les services publics, etc., toutes les institutions sur lesquelles qui devraient avoir soit un devoir de neutralité, soit de pluralisme, ne sont plus pluralistes. Et c'est pour ça que les idées woke ont un tel avantage dans toutes les sphères de la société, y compris les entreprises. Quoi faire, je ne sais pas.
J'aimerais peut-être finir sur une note, à mon avis, positive. C'est pas clair. Tu l'as pas identifié comme ça dans ton livre. Tu as dit tout à l'heure, il y a 2 pistes de solutions. Et à mon avis, j'en ajouterais peut-être une troisième, qui est peut-être un décliné d'une des deux que tu as identifiées, mais c'est l'exposition de l'absurde. Et tu le fais très bien, en fait, dans ton livre, c'est que moi, j'ai l'impression que là où ça commence à décrocher avec les gens, parce que tant qu'on est sur la défense de minorités, qui, bon, tout le monde a intériorisé le fait que, bon, ces gens-là sont opprimés, discriminés, tout ça, c'est très difficile de ramer contre le courant et d'aller dire, ben non, mais c'est plus compliqué, voici les études, tout ça. Mais quand on arrive à des exemples absurdes, je pense que c'est là que les gens décrochent. Et une des choses qui colle le moins dans cette mentalité-là, à mon avis, c'est celle de la grossophobie. Pourquoi? Parce que tout le monde a dans son entourage quelqu'un qui a des problèmes de santé reliés à ça ou un membre de sa famille qui travaille dans le corps médical et tout ça. Et tout le monde sait qu'à moyen terme, ça cause le diabète, l'hypertension artérielle, des problèmes cardiaques, etc. Donc, tout le monde sait qu'en fait, c'est un problème de santé, l'obésité, quand ça devient hors de contrôle. Mais eux essaient de normaliser ça comme de la diversité corporelle. Et clairement, personne n'adhère réellement à ça dans la population générale. On dirait que c'est comme un point de bascule où il y en a quelques-uns. Là. Le fait que des hommes compétitionnent dans des sports pour femmes, on sent que ça n'a pas l'air à trop coller pour les... Et quand je dis l'exposition de l'absurde, c'est comme tu l'as fait, je l'ai, la page 281 du livre, c'est tout à fait délicieux. Minceur et obésité. Les stéréotypes correspondent à des normes physiques, qui correspondent à des normes physiques sont eux aussi remises en cause. Cela implique de se montrer sceptique à l'égard de la science, ce que je viens de dire, façonnée par et pour des mâles blancs cisgenres non gros. Elle serait une construction sociale oppressive. En France, et là ce n'est pas une blague, le collectif woke gras politique propose par exemple des séances de yoga baptisées Yogra, destinées en priorité aux personnes autour de taille XXXL, ainsi que des réunions en non-mixité grosse pour libérer la parole des victimes des oppressions grossophobes dans un souci de dénonciation de la grossophobie médicale. Fait qu'il y a des petits bouts le fun à lire dans ton livre, Samuel. Mais vous comprenez que, je veux dire, à part les gens qui ont été radicalisés à cette mouvance-là, je pense que les auditeurs, les gens qui nous écoutent, même si vous êtes sensibles à des idées qui peuvent être promues par la mouvance woke, j'ose croire que les gens voient l'absurde de cette chose-là. C'est-à-dire que si tu prends une condition médicale de sang, on comprend, là. On comprend tout le. Parce que ça part souvent de bonnes intentions, là. Bon, est-ce que c'est normal qu'il y ait uniquement des mannequins presque rachitiques qui sont mis à l'écran? Non. Est-ce qu'une femme peut être belle en ayant des courbes? Oui, totalement. Mais quand on arrive à des exemples où on banalise et on valorise presque l'obésité morbide en disant que le médecin qui te demande d'embarquer sur la balance ou de suivre une diète est un espèce de représentant de la société oppressive qui veut t'empêcher d'exprimer ta diversité corporelle. Là, je pense que tout le monde s'entend. Quand je dis tout le monde, la majorité des gens s'entendent pour dire que c'est absurde, là. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses de peut-être ce dernier point-là, l'exposition de l'absurde. Je pense que c'est un peu ce que tu as essayé de faire dans le livre à beaucoup d'égards. Tu prends plein d'exemples comme ça. Il y a entre autres un autre exemple, j'oublie le nom de la série, mais ça montre une femme qui est comme en lutte contre la culture du viol et elle essaie elle-même de se faire violer dans la série pour après pouvoir faire la morale. Tout le monde a compris que c'est impossible qu'il y ait une scène comme ça. Là. Ça a carrément été designé ça a été fabriqué pour faire un point politique, mais j'ai l'impression que le spectateur qui regarde ça, tu peux pas faire autre chose que décrocher. Là. C'est vrai. Non, mais je suis tout à fait d'accord sur l'exposition de l'absurde et je dirais même souvent l'exposition tout court. Parce que les gens n'ont pas forcément conscience des idées sous-jacentes aux choses qu'ils acceptent, de la justification de certaines choses qu'ils acceptent en entreprise, à l'université, etc. Et simplement les vulgariser, leur dire ça vient de tel penseur qui explique qui explique tel constat sur nos sociétés occidentales et tout. Parfois, c'est tellement indigent les raisonnements que ça convainc déjà des gens, ça leur fait comprendre certaines choses. Donc oui, je suis entièrement d'accord. Et quand c'est absurde comme ça, c'est d'autant plus efficace. Écoute, peut-être le mot de la fin, Samuel, les gens qui veulent se procurer ton livre, donc il y a le code au bas de l'écran, vous pouvez le trouver sur Amazon, donc ça s'appelle Woke Fiction, sous-titré Comment l'idéologie change nos films et nos séries. Et comme vous l'avez vu dans l'entrevue d'aujourd'hui, c'est
il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'explications théoriques et, je dirais, philosophiques et sociologiques dans le livre. Donc, même si votre sujet d'intérêt principal, c'est peut-être pas le cinéma ou la fiction ou la littérature, le livre, vous allez le dévorer. Pareil, ça fait 300 quelques pages et toutes les références que j'aime sont dans le livre. Donc, toutes les études auxquelles tu fais référence, tous les articles, vous pouvez les retrouver dans la section à la fin des notes. Donc, vous pouvez chercher par vous-même si vous êtes dubitatif ou si vous voulez fouiller plus loin. Les gens qui veulent te suivre, Samuel, comment ils peuvent le faire? C'est quoi peut-être ton actualité après Euh, ce bouquin-là? Bah, ils peuvent me suivre sur Twitter. Sinon, je suis tous les lundis dans le Figaro. J'ai une chronique tous les lundis un peu satirique ou ironique dans le Figaro, qu'ils peuvent lire aussi. Voilà. Hey, Parfait. merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'était super intéressant, Samuel. Toujours un plaisir. Merci à vous de m'avoir invité et de votre lecture de mon livre et des questions excellentes et de cette discussion très intéressante. Merci beaucoup.